Permettez-moi juste un peu de parler un peu de l'état des lieux. Ce que nous avons trouvé en 2012, nous avons trouvé un désordre indescriptible. Une malgouvernance à tous les niveaux. Mais on n'avait pas le moral. Rappelez-vous, 2010, 2011, on n'avait pas le moral. Angoisse, coupure, il y avait des problèmes, le moral n'était pas là, il y avait la corruption, la malgouvernance, le fils qui gérait, on dirait même le ciel, la terre, etc. C'était un pillage. Et puis il y avait un endettement démesuré. Le Sénégal s'était trop endetté, avec des taux exorbitants. Il y avait aussi un pillage incommensurable des ressources publiques. Mais je dis simplement, je donne un exemple. 2011, on n'avait pas un super hivernage. On avait de mauvaises récoltes. C'est un fait. 2012, on a frôlé l'année blanche. Rappelez-vous que dès qu'il est arrivé, le président, avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a sauvé l'année scolaire. Il ne faut pas oublier, on est souvent pas amnésique, mais ça, c'est 3 ans en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs? Tout de suite, on a mis 30 milliards pour soutenir le monde rural. D'ailleurs, si je pense que la mouvance présidentielle a gagné presque tout le monde rural, c'est lié un peu à ça. Et 34 milliards tout de suite après pour soutenir un peu les populations et préparer la prochaine campagne. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres parce que c'est vrai qu'avec l'ancien régime, on a eu le tournis des chiffres. Mais je veux dire quand même que les conséquences de la gouvernance précédente, nous les vivons encore. Regardez le cas de l'université avec les crises cycliques. Le gouvernement est allé dans des choses extraordinaires. L'université accueille 40 000 étudiants par an. Ils n'ont pas anticipé. Le Sénégal sort 40 milliards pour les bourses. Aujourd'hui, sans, j'allais dire, rechercher une quelconque optimisation de ces fonds. 2 ministères, pardonnez-moi. Éducation nationale, 367 milliards de nos finances. Enseignement supérieur, 150 milliards. Pour quel résultat? Il y a un problème. Et même d'ailleurs sur des choses de sécurité. Et la drogue, avant... Qu'est-ce que vous entendiez? On a eu des scandales quand même, la drogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal, effectivement, il y avait un peu de drogue par-ci, par-là. Avec l'ancien régime, on dit, qu'est-ce qu'on disait? On attendait tous les ans pour aller brûler la cocaïne, l'héroïne, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Dès qu'il y a des saisies, la police se met immédiatement à brûler. Il n'y a même pas de risque. Mais je dis simplement, les scandales se poursuivent. Hein. Oui, non, mais la vérité, mais je dis, il y a quand même un contrôle qui est régulier, qui est extrêmement sérieux. L'État a investi dans des scanners extraordinaires pour scanner tous les camions et tous les véhicules qui rentrent dans le territoire. Et aujourd'hui, la lutte, elle est là. Mais je dis simplement que l'état des lieux, c'était simplement pour vous dire que c'était quand même le chaos total. Un chaos économique, un chaos social. On n'a pas fabriqué de champions. Économiquement, ça n'allait pas, le chômage grimpait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en termes de réalisation? Je commence par l'éducation. Quelque chose d'extraordinaire depuis l'indépendance. Le président a sorti des ressources publiques pour créer 2 universités majeures. Je ne parle pas des cures comme à Bambey. Le président Wade, il prenait 2 bâtiments, il disait c'est une université. Ah non, 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 on n'est pas là-dedans. Ici, à Diamniadio, comme dans le Sine Saloum, le président de la République a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a construit des universités avec des laboratoires, des salles de conférence pour, tenez-vous bien, 60 000 étudiants. C'est extraordinaire. Le démarrage, c'est le 30 octobre. Donc, je veux dire, c'est demain. Nous sommes pas au même niveau d'échelle. Vous parlez de pose de première pierre. Ah oui, mais attendez. L'université va être opérationnelle dans 2 ans. Il faut bien commencer par une première pierre pour qu'une deuxième suive et une troisième. Absolument. Mais ce qui est important, c'est qu'il est là depuis 2 ans. Il a hérité d'une situation catastrophique. Mais l'ancien président l'avait dit que d'ailleurs, vous ne tiendrez pas 2 mois. Mais pourquoi il avait dit ça en réalité? Parce qu'il savait ce qu'il avait laissé. On travaille pendant 12 ans et après on part, on dit le successeur, il ne va pas fonctionner. C'est vrai qu'il y a des visions structurelles sur l'éducation, puisque vous y êtes. Oui. Mais du point de vue de la gestion de la crise récurrente, on voit qu'il y a toujours problème. Parce que sur la question de la rentrée, par exemple, il y a un débat qui est là, qui ne s'impose pas pratiquement. Oui, lorsque syndicats et gouvernements s'opposent sur une date de rentrée. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, laissez-moi juste finir sur ce volet-là et je reviens sur la rentrée. Oui. Je disais donc que ces universités vont accueillir 60 000 apprenants. On a prévu 20 000 lits. C'est quand même, j'allais dire, un vrai campus. Démarrage, c'est le 30 octobre. Et juste pour le Sine Saloum, qui va irriguer Toubacouta, Kaffrine, Diourbel, Fatick, Kaolack, etc. C'est nouveau. Et l'université de Diamniadio. Maintenant, sur la question de la rentrée, c'est vrai que nous sortons des assises de l'éducation. Moi, je trouve personnellement regrettable qu'on n'ait pas discuté de cette question de rentrée. Mais je pense qu'il faut un climat d'apaisement et il faut aussi un dialogue. L'éducation, c'est quand même quelque chose d'important. Pourquoi?
Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas beaucoup de mines, mais la ressource humaine, c'est quelque chose de fondamental. Les pays africains pauvres doivent miser sur la formation et sur l'éducation. Donc je pense que aussi bien le gouvernement, je pense au ministre de l'Éducation qui fait quand même beaucoup d'efforts, qui a réussi les assises, c'est l'occasion de le féliciter, mais il faut quand même qu'il ouvre un peu plus encore ses portes, qu'il échange avec les syndicats. Parce que cette histoire de rentrer entre le 29 et le 1er, c'est un petit débat, mais c'est vrai que la Tabaski arrive après. Pour certains enseignants qui habitent loin, ça peut être problématique. Mais ça ne peut pas faire l'objet de blocage. Pensons à nos enfants, pensons à leur éducation, c'est ça qui est essentiel pour notre Dans votre propos tout à l'heure, vous évoquez la situation dans le monde rural, ça nous permet de parler de l'agriculture, un volet important de notre économie, sinon le plus d'ailleurs, le plus important. Alors, dans la vision du président Macky Sall, déclinée et rappelée souvent, c'est un levier de croissance. En tout cas, il compte s'appuyer sur le secteur pour propulser le Sénégal vers l'émergence. Et oui, alors, mais c'est justement ça pourquoi nous devons, j'allais dire, féliciter le président et l'encourager. Oui. Est-ce que ma question n'est pas encore terminée? Est-ce qu'il y a des signes, vous voyez des signes qui permettent de penser qu'on va arriver vers cette direction-là? Je vais vous dire que c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on change de paradigme et de démarche. Le Sénégal importe beaucoup de riz. Nous enrichissons un peu l'économie thaïlandaise, Vietnam, Inde, etc. C'est terminé. Et la vision aujourd'hui, elle est là. Nous allons, en 2017, avoir l'autosuffisance en riz, M. Nying. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui commence à se passer déjà? Le Sénégal a sorti cette année 16 milliards pour aménager la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de l'Anambé avec la SAED. 16 milliards prévus en 2015. L'objectif, c'est d'arriver à 1 million de tonnes de riz en 2017. Cette année, nous sommes entre 500 600 000 tonnes. Mais ça veut dire quoi? Que nous allons faire une économie extraordinaire. Le Sénégal va devenir un pays autosuffisant en riz. Ça veut dire quoi? Que nos 300 milliards qui partaient et enrichir reviennent ici et vont créer des emplois ici. Mais au niveau de l'agriculture, il y a quelque chose qui est déjà là. L'équipement du monde rural. 1700 tracteurs en provenance du Brésil. Le capital semencier, déjà avec le premier gouvernement du président, 5 milliards pour avoir des semences de qualité. Et cette année déjà, nous avons 75% de semences certifiées. Moi, je dis, l'agriculture, c'est le moteur de notre économie. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes une population rurale à presque 70-80%. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on passe des champs à des domaines agricoles. Et ça, c'est une vision nouvelle. C'est une réforme majeure et essentielle. Nous allons transformer le monde rural. Moi, je salue le travail du ministre de la Jeunesse qui a initié, qui est en train de faire un travail colossal au niveau des domaines agricoles communautaires. Je prends l'exemple de Sédhiou, 2000 hectares. On fait de l'agriculture, on fait de l'élevage et on fait de la transformation en agroalimentaire. Produits laitiers, produits carnés, produits amylacés, produits sucrants, etc., etc. Ça veut dire quoi en réalité? Nous allons créer de la valeur ajoutée. Les entreprises agricoles vont devenir des centres de profit, des centres qui vont générer des revenus pour le monde rural et qui vont booster l'économie. Et en termes d'emploi, extraordinaire. Chaque domaine agricole va prendre des milliers de jeunes. Et on prévoit d'ici 2017 à peu près 300 000 jeunes dans le monde rural. Encore faut-il qu'il faille faire comprendre à ces jeunes que c'est ça le secteur porteur de croissance et de richesse. Ils le savent déjà. Et dans la foulée de l'emploi. Mais regardez déjà dans les domaines agricoles communautaires. Prenez par exemple le cas des jeunes qui sont à Dakar aujourd'hui dans les rues en train de vendre à la sauvette. Beaucoup attendent d'être convaincus qu'ils doivent retourner, par exemple, à la terre. Oui, mais je vais vous dire, effectivement, l'image du paysan ouvrier, pauvre, fauché, qui travaille 2 ou 3 mois par là, ça c'est terminé avec le plan Sénégal émergent. L'agriculture va jouer un rôle moteur. Je vous ai dit qu'on ne va pas simplement faire des activités primaires, on va vers la transformation, la valeur ajoutée, la distribution, etc., etc. Et le Sénégal va être un pays exportateur. Regardez ce qui se passe depuis cette année. Pour la première fois, le Sénégal exporte des oignons vers l'Europe. La variété Mercedes, c'est quand même une nouveauté. Le Sénégal est en train de faire un bond colossal en matière d'arachide. Le Sénégal a été pendant très longtemps premier producteur mondial d'arachide. Aujourd'hui, nous sommes très loin derrière. C'est la Chine qui arrive en tête avec 13 millions de tonnes. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Là-bas, il y a des rendements de 3 tonnes à l'hectare. Même, j'allais dire, dans d'autres pays, aux États-Unis, on est à 2 tonnes à l'hectare. Vous savez, monsieur Nying, chez nous, combien c'est? 800 kilos à l'hectare.
ce qui pose un problème de compétitivité, de rentabilité et d'efficacité des mesures. Mais ça, c'est terminé avec le PRACAS, qui est le programme d'accélération un peu de la cadence dans l'agriculture. C'est une formule, je l'ai pour montrer la détermination du gouvernement. Nous allons changer la donne. Le Sénégal va exporter et les Chinois sont là pour acheter l'arachide. Et nous allons faire de l'huile qui va aussi être une valeur ajoutée. Moi, je dis aujourd'hui, nous avons des problèmes. La Suneor était là pendant 50 ans. Aujourd'hui, elle a quand même, je pense, un déficit de l'ordre de 112 milliards. C'est problématique. On ne peut pas rester sur de vieux schémas qui n'ont pas vraiment soulagé le monde rural. Chaque année, bon impayé, problème de semences, problème d'engrais. Non, on doit dépasser ça. Et le président a compris que le moteur essentiel de notre économie, c'est l'agriculture. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement a mis beaucoup de moyens et nous devons l'encourager. Et ça, c'est une réalisation concrète, puisque la vallée de l'Andamé, à l'heure où je vous parle, est en train d'être aménagée. Le Sénégal, exportateur de légumes, exportateur de produits oléagineux, je pense à l'arachide, autosuffisant en riz. Alors, attendez, c'est 3-4 points de croissance que nous allons gagner. Absolument. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les bailleurs, aujourd'hui, sont en train de financer. L'Inde a mis quand même 62 milliards. Comment dirais-je encore, la Chine, qui va financer, le Brésil qui a amené du matériel, la Chine qui va nous accompagner pour acheter notre arachide. Mais ça veut dire quoi? Que nous sommes sur la bonne voie et que l'émergence est un processus et nous y arrivons. Très bien. Non, il faut peut-être un peu de patience pour que les briques se superposent. Absolument. Alors, pour un Sénégal émergent, évidemment, il faut une politique énergétique également à la hauteur, à la dimension de l'ambition. Alors, or, ici, on va le reconnaître tous, vous parliez tout à l'heure de la tension qu'il y avait avant la deuxième alternance concernant les coupures, par exemple, d'électricité. Mais là, on n'est pas encore au bout de la peine. Ah, vous avez raison. Mais je voulais juste finir avec les réalisations du président quand même, parce que vous m'avez posé la question sur ça. Juste pour dire quand même qu'au niveau quand même baisse des loyers, il ne faut pas l'oublier. Ça a soulagé les populations. C'est les questions sociales. Oui, on va y arriver peut-être dans la foulée, après l'énergie. D'accord, ok. Donc sur l'énergie, les gouvernements précédents ont manqué d'ambition. Nous sommes à 500 mégawatts annuels. Problème. Beaucoup de population, surpopulation parfois, trop de demandes. Et on ne peut pas, il y a eu des coupures effectivement. Mais nous sommes en train de subir les mauvaises décisions du gouvernement précédent. Le plan Takkal par exemple, c'était une hérésie. Pour avoir 150 mégawatts, on prenait des groupes électrogènes qui fonctionnaient au gazole, au diesel, etc., qui tournaient à feu roulant, à feu continu. C'était des milliards perdus. Alors, d'ailleurs, les seules personnes qui avaient intérêt à ça, d'ailleurs, je pense que c'était les intermédiaires ou les commerçants, mais en tout cas pas les populations. Et aujourd'hui, mesure révolutionnaire. Nous le voyons, le président est parti pour un mix énergétique, ça a commencé. Nous avons déjà signé des conventions pour 100 mégawatts dans le solaire. Nous avons aussi l'hydroélectricité. Mais c'est la vérité, nous allons passer en 3 ans de 500 à 1000 mégawatts. Mais le constat, il est là, M. Nying. Le réseau électrique actuel, avant, jusqu'en 2012, n'était pas intégré. C'est la vérité. En Casamance, on a encore des groupes électrogènes. Je vous parle de choses réelles. 125 mégawatts à Sendou, 96 mégawatts à Taïba Ndiaye. Et nous avons quelques petits soucis d'ailleurs pour montrer que le gâchis un peu de l'ancien régime, les gros moteurs là qui doivent arriver pour aller sur Tobène, je pense, ou Taïba Ndiaye, ne peuvent pas passer sur la route nationale. Il y a eu des passerelles, les gros porteurs ne passent pas. Ça, c'est un gros problème. Ça veut dire quoi? Ils ont tellement tout focalisé à Dakar qu'ils ont oublié l'intérieur du pays. Que le gros matériel énorme qui doit aller à l'intérieur du pays, Amoun Foumouyar, pardonnez-moi de parler Wolof. Et c'est un problème. Et donc je dis, aujourd'hui, nous allons régler cette question énergétique. Je pense à la Mauritanie aussi, qui, cette année déjà, nous donne 20 mégawatts. En février, donc je veux dire, après-demain, 120 mégawatts. Et nous allons doubler en 3 ans nos capacités énergétiques. Ça, c'est des réalisations concrètes. Donc je dis, aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut de l'énergie pour booster l'économie. Il faut aussi, l'énergie va permettre à des entreprises de devenir des championnes. Parce qu'elles vont gagner en coût de production. D'accord. Et dans quel registre maintenant mettre ces coupures sur la base de ce que vous voulez de lister comme projet d'envergure, bien sûr, de vision structurelle. Mais ce que les Sénégalais peut-être ne comprennent pas, c'est pourquoi chaque fois on revient sur ces coupures. Oui. Merci. À une période aussi tendue que la chaleur. Vous avez raison, et c'est regrettable. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un produit fini qu'on achète. Quand on achète de l'électricité, ce n'est pas un costume, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un camion. Il faut bien construire des installations avec un ordonnancement. C'est un chantier, et nous y sommes. Je vous dis simplement que les grosses machines, les gros moteurs qui doivent fournir l'électricité à Taïba Ndiaye n'ont pas où passer. Il faut bien
Il faut bien du temps pour construire. Il faut les installer et les préparer. Et vous savez, l'objectif n'est pas très loin. Nous sommes obligés de faire des résultats et nous y sommes. Dans 3 ans, nous allons doubler les capacités énergétiques. C'est ça la vérité. Et avec le mix solaire, le charbon, l'énergie solaire, l'hydroélectricité aussi. Et vous savez, certains pays nous disent oui, avec l'environnement, faites attention au charbon parce qu'il y a l'environnement. Mais attention, les grands pays qui sont développés à partir du charbon. Même l'Europe, l'Union européenne, c'était la SECA avant, Communauté économique du charbon.